Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 23 février 2025. 8 ans déjà que la réforme a pris corps pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le 1er janvier 2018 est née la police républicaine suite à la fusion de la police et de la gendarmerie nationale. Une réforme qui n'avait pas fait unanimité au sein des populations et même au sein des acteurs de la sécurité eux-mêmes. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette réforme et surtout, quels sont ces défis dans un contexte marqué par le grand banditisme et du terrorisme? C'est un ancien flic qui va nous répondre. Marius Dadjo est contrôleur général de police à la retraite. Vous suivrez son regard sur ce parcours de la police républicaine, ses forces et ses faiblesses. Nous sommes au 5e jour des travaux de la conférence des forces vives de la nation. C'était il y a 35 ans, de l'autre côté de l'hôtel PLM à Ledjo, en dehors de la politique. Sur le plan éducatif, quels sont donc les engagements qui avaient été pris pour le développement du Bénin? Comment le système a-t-il évolué avec les différentes mutations? Quels sont ces défis actuels et futurs? Le professeur Marius Dakogan va nous situer. Il est professeur de lettres à la retraite. Le grand format, vous le savez déjà, mesdames et messieurs, c'est aussi la revue de presse hebdomadaire, l'invité média et l'artiste de la semaine. Vous aurez droit à tous ces rendez-vous dans les 2 heures qui vont suivre. Restez avec nous. Si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, les victimes du drame survenu le 11 janvier dernier à Aïla-Wadjer, à Cotonou, ont reçu un petit soulagement, contraints de quitter donc leur domicile pour des raisons de sécurité. Elles sont autorisées à y retourner. Comment la vie reprend-elle donc dans le quartier? On en parle dans un instant. On parlera également de la visite des cantines scolaires dans le cadre de la mission d'études au Bénin pour sa relance au Gabon. Une délégation du programme alimentaire mondial et du Fonds des Nations Unies pour la population était à cet effet à Boycon et à Djidja. Images et reportages assurent avec Imet Hélène Amosso. À suivre également les précisions sur la 3e édition du Festival international des arts du Bénin. Le festival est lancé vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou, comme vous le voyez déjà sur votre écran. Et c'est parti pour 10 jours de programmation riche et variée pour la promotion des arts au Bénin. On démarre avec le journal, c'est le point de départ du grand format. Merci d'être avec nous. Elles sont de retour dans leur maison après quelques jours passés dans un autre quartier. Ce sont les victimes du drame survenu le 11 janvier dernier à Aïla-Wadjer à Cotonou. Le dispositif de sécurité mis en place pour sécuriser la zone a été levé. Dans quel état d'âme se retrouve-t-elle aujourd'hui? Jules Edjo est allé faire le constat. Voici son reportage. Ils ont réintégré leur domicile. Plus d'1 mois après ce drame qui a plongé ce quartier d'Akpakpa dans les mois, les habitants regagnent progressivement leur maison et les commerces reprennent peu à peu. Il y avait ma soeur qui est décédée aussi. 2 sœurs qui est décédée dans la maison. Donc, c'est elle que je cause toujours. Donc, comme elle n'est pas là, je ne peux pas rester. Nous sommes un peu soulagés de retrouver nos demeures, quand bien même la vie est difficile. La vie ne sera plus jamais comme elle était avant. Vous-même, vous avez vu. Le quartier n'était pas comme ça, c'est un quartier de vie. Quand on dit de vie, c'est un quartier de joie. La convivialité, il y avait ça. Regardez, c'est triste. Les dégâts engendrés par l'incident ne sont pas des moindres. Les sinistrés, tout en remerciant les autorités pour ce qui est déjà fait, sollicitent leur accompagnement. Peut-être que nous dit et là, fonction.
Ni après tel jour non. Et c'est là font corps dehors perdre des bonus minimum les problème de vos morts au titre nous et naïon. Dobi bara ja hoso ni gwa lo nu mi. Mais si nous blé a hoso ni quelqu'un bo gwa lo nu mi. Ni do we na mi bo nu mi ton de gble le mi na levo do jera do. Ni quelqu'un bo gwa lo nu mi bo. Tout mi ton le gble. Bon, tout le gble. O sale so gble nu mi. Onde no dialo mo se no blonde do. Ni a hoso na bo mi bo dalo mi o. Na vivi. 11 janvier 2025, l'explosion d'un entrepôt à Aïlawadje dans le 3e arrondissement de Cotonou a bousculé le quotidien des citoyens vivant dans cette zone. Et voilà comment Aïlawadje reprend vie après la journée noire, donc du 11 janvier dernier. Une vingtaine de jeunes participent à la Game Jam 2025. C'est un concours de développement de jeux vidéo sur l'éducation scientifique. L'initiative est le Centre d'innovation Futur Studio avec l'appui du ministère du Numérique et de la Digitalisation. L'accompagnement en phase d'incubation va durer 6 mois. Les précisions sont avec Jules Edjo. C'est une compétition de jeux vidéo qui réunit pour cette première édition au Bénin une vingtaine de jeunes. Les projets de jeux sont axés sur une thématique, l'éducation scientifique. La Game Jam, soutenue par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, vise un objectif spécifique. C'est un accompagnement en phase d'incubation qui va durer 6 mois. 6 mois au cours desquels l'ensemble des partenaires vont s'engager à faire en sorte que les projets proposés par ces jeunes soient réalisés. Alors l'objectif pour nous au travers de cette phase d'incubation est donc que nous mettions les ressources nécessaires, techniques et financières pour que les projets soient réalisés. Deux, nous allons proposer aux meilleurs talents donc des contrats de stage, soit directement au Futur Studio, donc le centre d'innovation, ou à l'endroit de nos partenaires au Bénin ou ailleurs. Les jeunes développeurs et game designers ont présenté du 17 au 20 février divers projets de jeux autour des thématiques concrètes avec des propositions utiles. Notre projet entrait dans le thème de la vulgarisation scientifique et pensait beaucoup plus à promouvoir ou à vulgariser un peu les différents comportements de la lumière en fonction des milieux et des corps avec lesquels il interagit. Ici, nous utilisons la lumière dans les milieux en la mettant sous plusieurs conditions. Le but, c'est de résoudre des puzzles en utilisant les propriétés de réflexion, de réfraction, de diffraction et de déformation de la lumière en fonction des milieux et des corps avec lesquels il interagit. Oui, il y a eu quelques game jams auparavant, mais ça n'a pas vraiment eu de suite. On venait, on participait, on disait voilà, tel est le meilleur projet, mais il n'y avait pas de suite. Ici, nous avons quand même la possibilité d'être incubés, d'être accompagnés afin de pouvoir réaliser ce qui est un rêve pour la plupart d'entre nous ici, devenir enfin développeur de jeux vidéo et peut-être pouvoir vivre de ça. Donc je pense que c'est quand même une assez belle initiative qu'il faut encourager. Les présélectionnés vont en mars prochain faire la présentation d'une version plus améliorée de leur projet devant un parterre d'experts et les personnalités du pays. Autre sujet à présent, l'agriculture qui est pourtant l'un des secteurs prioritaires du gouvernement n'a jamais permis à aucune nation de s'industrialiser. C'est la conclusion à laquelle a abouti Placide Degbeyon suite à ses travaux de recherche de master intitulé Diagnostic du secteur de l'artisanat et du secteur agricole. Ces recherches lui ont permis de parvenir à cette conclusion et surtout de noter que le secteur de l'artisanat est assez délaissé au Bénin. Voici ses réflexions. J'ai fait des recherches et les recherches faites jusqu'à présent nous ont montré qu'aucune nation au monde n'est arrivée à s'industrialiser à partir de l'agriculture et aucune nation au monde n'est arrivée aussi à mécaniser, irriguer son agriculture en mobilisant l'aide des industriels de l'État et des banquiers. Les quelques rares nations qui ont pu mécaniser, irriguer l'agriculture, où l'agriculture était basée sur les esclaves, le cas du sud des États-Unis, étaient obligés d'exporter tous ces produits agricoles pour combler les déficits agricoles des autres pays pendant plus de 50 ans et racheter les produits manufacturés des autres pays, bien avant que la colère du nord des États-Unis ne s'enflamme sur le sud, qui voulait que tous ces produits agricoles soient transformés à l'intérieur pour que, unis au nord, qui prennent le dessus sur l'Angleterre qui était la première puissance du monde. Et comme pour toute révolution industrielle, il fallait cibler 3 secteurs dans tous les secteurs artisanaux. Le secteur habit chaussures sac, il fallait travailler à ce que plus de 50% de la population travaille dans ces 3 secteurs. Les explorations documentaires ont montré que depuis 1960,
Nous nous sommes trop concentrés sur le secteur agricole et nous nous sommes dit que ce n'est pas l'agriculture que nous allons nous industrialiser. En disant pas l'agriculture nous allons nous industrialiser, nous avons laissé le secteur artisanal de côté non organisé. Et dans le secteur agricole également, nous sommes restés aveuglés. Par quelle stratégie mécanisée irriguer l'agriculture en amenant les paysans béninois à se passer toute aide et nous laissons tous les paysans béninois faire du gaspillage qui les empêche de se passer l'aide des sérieux, l'aide de l'État, l'aide de nos banques. Nous avons laissé le secteur artisanal de côté non organisé sans exploiter rationnellement les forces de tous les artisans qui sont en formation pour s'acheter beaucoup de machines industrielles de la matière produite et se fixer un lieu définitivement, bien avant que le temps imparti pour les formations puisse toucher à leur fin, comme le sud des États-Unis s'est servi de sa population au lendemain de la guerre civile pour s'acheter beaucoup de machines industrielles et de la matière produite et se fixer un lieu définitivement, bien avant que le temps imparti pour les formations puisse toucher à leur fin. Après le lancement officiel des manifestations de la 15e édition de Ouémé-Roué mercredi dernier, la journée du vendredi suivant a été consacrée à un forum sur la valorisation de la vallée de l'Ouémé, vision et principales actions du gouvernement pour la valorisation des potentialités agricoles de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est le thème donc de ces assises animées en partie par le ministre de l'Agriculture. Reportage. Pour cette édition de la journée de développement organisée dans le cadre des manifestations de la 15e édition de Ouémé-Roué, la coordination générale a mis en discussion la vision et les principales actions que met en œuvre le gouvernement pour la valorisation des potentialités agricoles de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Souvent nous disons que c'est la deuxième vallée la plus riche dans le monde après celle de Nil. Et Monsieur le ministre, nous comptons sur vous et sur le gouvernement pour ce projet. Plusieurs projets sont conçus par le gouvernement pour mettre en valeur la vallée de l'Ouémé. Et pour mieux expliquer aux participants le bien fondé de ces projets, le ministre de l'Agriculture a assuré le service. Là, c'est de grosses pompes qu'on va mettre pour gérer l'amenée de l'eau. Ici, c'est un canal. Là, c'est des casiers de riz. Ici, c'est un plan d'eau pour avoir de poissons. Et là, vous voyez ce canal à travers 2 parcelles de riz, l'amenée de l'eau et les routes de désenclavement. Si nous réfléchissons simplement et que nous nous projetons ça dans la tête, on va comprendre ce que veut dire aménagement de la vallée. Les participants sont sortis satisfaits de cette séance. On avait l'impression jusque-là que la vallée était abandonnée parce que rien ne s'y faisait concrètement. Maintenant, on a quelques réponses. Ce que j'ai suivi aujourd'hui, ça m'a particulièrement ému. Je voudrais remercier particulièrement le ministre de l'Agriculture qui s'est déplacé lui-même. Et même il est venu plus tôt que prévu. Et il a essayé de nous expliquer ce que c'est que le développement. Deuxième chose, nous estimons que pour nous, le dire, c'est le faire qui nous intéresse. On a dit que le financement est déjà mis en place et tout est bouclé. Ça veut dire que c'est du concret. Nous voulons voir si cela peut se poursuivre et se réaliser. Place aux actes donc pour faire de la vallée de l'Ouémé une vallée véritablement nourricière et pourvoyeuse de richesses. Je l'avais annoncé en début de cette session d'information, une délégation du Programme alimentaire mondial et du Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que les membres de la mission gabonaise étaient à Boycon et à Djidja, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'études au Bénin pour la relance des cantines scolaires au Gabon. À chaque étape, les visiteurs ont eu des occasions d'échange avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire. Explication, Imet Elena Moussou. L'initiative consiste à offrir un repas chaud par jour aux apprenants des établissements primaires publics. Lancée par le gouvernement, elle vise entre autres à faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école. Le programme d'alimentation scolaire couvre à nos jours 75% des écoles du pays avec plus d'1,25 million écoliers bénéficiaires. Ici à l'école primaire publique de Douimé dans la commune de Djidja ainsi que d'autres dans la commune de Boycon, les résultats sont patents. À l'école primaire publique de Douimé, la cantine scolaire
à transformer le quotidien des élèves. Elle a contribué à l'amélioration du taux de rétention, à la concentration en classe et aux performances académiques. Grâce à la cantine, nous mangeons équilibré, varié et sain. Nous prenons du plaisir à venir à l'école. Accompagné des représentants du Programme alimentaire mondial PAM, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et autres partenaires, une délégation gabonaise est sur le terrain en vue de s'imprégner de la mise en œuvre du programme. La descente tient lieu de visites, d'études et leur a permis d'échanger avec les divers acteurs impliqués. Une occasion de partage d'expériences qui va leur permettre de s'inspirer du modèle béninois pour expérimenter le programme, du processus de production, l'approvisionnement des produits à la distribution des repas, tout a été expliqué. Le PAM appuie toujours dans d'autres pays les programmes d'alimentation scolaire, mais l'enthousiasme et l'engagement n'est pas toujours perçu. Là, ça fait une des spécificités. Également, le programme d'alimentation scolaire du Bénin est basé sur la production locale. Nous avons par exemple un programme qui permet des achats directs auprès des petits producteurs, mais également des achats de produits locaux auprès des commerçants privés pour alimenter les cantines scolaires. Le UNFPA vient appuyer pour faire apprendre aux enfants, aux apprenants, mais aussi à la communauté, l'importance de valoriser la jeune fille. Et donc, quand l'enfant à l'école est bien nourri, formé et qui sait comment se protéger, cet enfant contribuera à la dignité d'abord de la gente féminine et à la cohésion sociale. Pour les visiteurs, la sortie a été édifiante. Bien de stratégies et dispositions prises en vue d'assurer la réussite du programme sont allouées. Ce qui nous a marqué, c'est l'implication de toutes les couches, c'est-à-dire les communautés, les parents d'élèves, il y a les représentants du maire, il y a également les élèves à l'intérieur également de ce comité. Donc rien n'est décidé en dehors de... Donc vraiment c'est une bonne chose et nous on va s'inspirer de tout cela pour mettre les cantines scolaires en œuvre au Gabon. En plus de renseigner les hôtes, la descente a aussi permis aux autres membres de la délégation de s'assurer du bon fonctionnement du système mis en place et de recueillir une fois encore l'avis des bénéficiaires et autres acteurs concernés afin de corriger si possible les imperfections qui subsistent. Dans le reste de l'actualité à présent, l'Université de Parakou a abrité jeudi un colloque international sur un épisode marquant de l'histoire coloniale, le massacre de Tiaroy survenu en 1944, intitulé Tiaroy 44, 80 ans après, souvenirs et réflexions universitaires. Ce colloque a réuni chercheurs, historiens et universitaires pour analyser les faits, en tirer des leçons et évoquer leur impact sur la mémoire collective africaine. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi au moyen d'immortaliser donc cette page sombre de l'histoire africaine. Reportage. 20 ans après, le massacre de Tiaroy reste une plaie ouverte dans l'histoire africaine. À l'université de Parakou, ce colloque permet de revenir sur cet événement tragique où des tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France furent tués alors qu'ils réclamaient leur solde. Tiaroy, 1940, il s'agit de quoi? Il s'agit de massacre des Africains qu'on a massacrés comme des bêtes sauvages. Il faudrait qu'on le sache. Parce que l'important de l'histoire, quand les gens arrivent à faire de l'histoire, ils font ceci, cela. Oui, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pourrez jamais éviter des erreurs. Au programme de cette conférence organisée par l'Académie nationale des sciences, Arts et lettres du Bénin en Salbe, des débats et des témoignages avec la participation d'universitaires venus de plusieurs horizons. Un rendez-vous essentiel pour interroger l'histoire et éviter que de tels drames ne sombrent dans l'oubli. Face au silence et puis au mensonge d'État, il a fallu attendre ces dernières années pour que la lumière soit faite sur la situation afin d'en parler. Combien sont-ils ceux qui ont été menacés, massacrés ce jour-là? Quelle est leur nationalité? Comment maintenir nos souvenirs? C'est ce que nous allons essayer de comprendre pendant 2 jours à l'université de Parakou. Lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est de la génération de beaucoup d'entre vous ici, lorsque ces messieurs ont dit non,
au président français pour dire, à partir du moment où vous avez reconnu que les tiareils que vous avez déjà eu à juger pour rébellion, à partir du moment où vous reconnaissez enfin qu'ils sont morts pour la France, c'est à nous de voir la suite. Comment on prend la suite? C'est à ça que nous participons. Pendant ces 2 jours que va durer ce colloque, les participants vont réfléchir aux stratégies à mettre en place pour faire la lumière sur ce massacre, mais aussi de trouver des moyens de maintenir ce souvenir dans les annales de l'histoire africaine. Et avant d'ouvrir la page invitée, sachez que la 3e édition du Festival international des arts du Bénin est lancée vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou, le FINAB 2025. C'est un rendez-vous de 10 jours de manifestations avec des tableaux riches et variés pour non seulement promouvoir les arts et le patrimoine béninois, mais également contribuer à l'essor du tourisme culturel au Bénin. Reportage. Placé sous le terme « Tisser les liens, le narratif africain à travers l'art », le Festival international des arts du Bénin va se dérouler simultanément dans 3 villes, notamment Cotonou, Porto-Novo et Ouidah. Selon le promoteur du FINAB, cette édition marque un tournant, celui de la maturité. Du FINAB, le ministre du Tourisme, de la Culture des Arts se dit être convaincu de la réussite de cette édition. Que ce soit à travers les performances, les expositions, les conférences éclairantes ou les ateliers, nous avons l'opportunité d'écrire ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de l'art et de la culture. Il appartient dès lors à chacun de nous de faire de ce festival un véritable carrefour de rencontres, de découvertes et d'émotions partagées. Des artistes ayant marqué l'histoire du Bénin dans leurs domaines respectifs ont été récompensés. Il s'agit notamment de Hermas Bagidi, Edith Dasuno, le professeur Apollinaire Agbazaou, Sena Joy, Marcel Befa, Félix Didonanvi, Francis Nikes Diakbe et François Okio. Après les distinctions, les officiels ont lancé les activités du Top Art, un marché béninois des arts installé sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et c'est sur ces belles images de lancement du FINAB 2025 que se referme la première partie du grand format. Mesdames et messieurs, on va garder la même position. Dans un instant, donc le plateau invité, on va commencer à parler de la police républicaine. 8 ans après sa création, la réforme donc de la fusion a-t-elle comblé les attentes? C'est un contrôleur général de police à la retraite qui va nous donner sa lecture de l'efficacité ou non de cette réforme. Avant de recevoir le commissaire Marius Dadjo, on va faire un tour à la régie pour voir nos partenaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans le véhicule, oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, Santanga. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir.
Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai non ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, ben oui, ouais, non ton. Il est aussi village, Boa, Kouton, Santanga. C'est la plus grande réforme dans le secteur de la sécurité au Bénin sous le régime du président Patrice Talon, la fusion de la police et de la gendarmerie nationale qui a donné naissance à la police républicaine aux premières heures donc de la réforme. Des grincements de dents avaient été entendus de part et d'autre. D'un côté ceux qui applaudissaient la réforme et d'un autre ceux qui prédisaient sa mort prématurée. 8 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Nous allons le savoir avec un ancien patron de la police nationale, contrôleur général de police à la retraite, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Commissaire Marius Dadjo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. À l'annonce de cette réforme, vous aviez donné votre point de vue à l'époque dans les médias. Et pour vous, cette réforme n'était pas une urgence donc pour le peuple béninois. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'effectivité de cette fusion? Bon. Maintenant que je vous dis bonjour d'abord et salut à tous les téléspectateurs, c'est vrai que j'avais opiné de cette façon en son temps, mais il faut admettre que toute réforme dans toute entreprise est admise et bonne à essayer. Bon, à l'essai, nous pouvons déduire si c'est bon ou mauvais et en dire ce qu'il y a. D'accord. Alors, avant l'avènement du régime actuel en 1977, le PRPB donc avait décidé d'une réforme donc qui s'apparente à celle-ci, donc à celle donc de la police républicaine, mais à la conférence nationale, le collège donc des conférenciers a décidé que la police soit démarrée de la gendarmerie. Quel problème cela posait fondamentalement? En ce moment, et déjà, ce qui s'est passé maintenant et avait semblé être. C'est-à-dire que la police devrait disparaître en faveur de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, au lieu que ce soit ça, les deux ont fusionné pour donner les résultats que nous observons en ce moment. D'accord. À l'époque, vous avez estimé que c'est un peu comme un mélange de l'eau à l'huile et que tôt ou tard, l'huile va se séparer de l'eau. 8 ans après donc, la mise en œuvre donc, de cette réforme, avez-vous toujours cette impression? Bon, il faut dire que la situation demeure. Et cette réforme n'est pas comme les autres réformes institutionnelles qui automatiquement pourraient prendre. Il faut plus de temps et nous attendons toujours de voir si ça va prendre davantage, sinon que nous avons observé ces temps-ci et surtout ceux qui ont été aux commandes de la réforme en ce moment, en ces temps-ci, ce qu'ils en ont fait ne laisse pas présager sincèrement de ce que le gouvernement attend de cette réforme. D'accord. Et puis la principale mission assignée à cette police républicaine, c'est de protéger et de servir la population en assurant justement la sécurité et la tranquillité publique. Alors pour vous, mission accomplie avec efficacité depuis 8 ans? Non, il faut dire que le gouvernement lui-même a donné du sien pour que ce pan de la mission soit accompli en augmentant les moyens mis à la disposition de cette police et en profilant
et des idées nouvelles, c'est-à-dire que vous auriez observé et la police de proximité et se faire d'une autre façon, mais depuis quelque temps, vous avez aussi observé que c'est laissé pour compte et les anciennes habitudes reviennent. Alors, pour vous, quelles sont les insuffisances donc, que vous avez pu noter dans la mise en œuvre, la conduite de cette réforme? Bon, en fait, il faut surtout dire que c'est ce qui devrait aider le gouvernement à atteindre ses objectifs qui n'étaient pas au rendez-vous. Et mettons que les hommes sont là, mais ce qu'on en a fait, hélas, n'est pas malheureusement ce qu'on aurait attendu de ça. C'est l'essentiel de ce que je peux ramasser comme insuffisance de la chose en ce moment. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité pour que cette police soit effectivement opérationnelle? Bon, tout dépend de l'homme aux commandes. Oui. Aujourd'hui, je suis critique, demain peut-être pas. Et nous souhaitons que cette police soit totalement ce qu'on aurait souhaité pour que la sécurité au devant de laquelle il y a les renseignements généraux devrait primer l'emporte sur toute action brutale et enfin voilà tout simplement. D'accord. Malgré la fusion, il y a la question de la cohésion donc qui se pose, il faut le dire, les anciens policiers ou les ex-policiers donc qui sont dans ce corps pensent qu'ils sont lésés donc au profit des anciens gendarmes dans ce corps. Est-ce que vous avez connaissance donc de ces grincements de dents? Est-ce que c'est une situation à laquelle vous vous attendiez? Non, justement c'est ce que je dis, entre autres constats, mais c'est ça aussi que je souligne dans les aspects. Les hommes chargés de commander la réforme-là, de conduire cette réforme, n'ont pas eu assez de recul pour savoir que ces deux institutions entières et à part qu'ils veulent fusionner. Ils ont voulu que l'un supplante l'autre. Bon, ça va d'eux, c'est pas leur faute, mais c'est une méconnaissance de l'histoire et au point où, enfin, les méthodes de l'un, d'une institution, l'a primé sur l'autre et les avantages sont allés à certains carrément. Et puis, vous voyez, ça ne peut que provoquer des mécontents. Comment peut-on corriger cela pour rassurer tous les fonctionnaires de la police républicaine? Moi, je pense qu'il faut laisser la main aux actuels dirigeants, qu'ils puissent mettre ensemble tout ce qui était, enfin, pour fusionner. D'abord, à la fusion, il fallait prendre le temps de mettre et police et gendarmes ensemble pour chercher le juste milieu de ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas été, ça a été une faute. Et aujourd'hui, je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et prenant leçon de ce qui s'est passé, les nouveaux dirigeants peuvent peut-être, je suggère moi que les nouveaux dirigeants fassent pareil ou pour savoir, pour voir de quoi,
enfin, ce qu'il fallait faire pour améliorer le fonctionnement de la police et tout. C'est ça. Grâce à la naissance donc, de la police républicaine, beaucoup constatent que la sécurité a été, on va dire, maîtrisée. Les cas de braquage ont considérablement diminué dans les grandes villes. Est-ce que vous avez la même lecture de la situation? Je pense plutôt que c'est une action à mettre essentiellement sur le compte du gouvernement qui a donné les moyens aux hommes existants et a tracé les chemins pour y aboutir. Les résultats là, que ce soit police ou gendarmerie, ça aboutirait. Mais moi, pour appeler cette institution d'un nom, pour baptiser cette institution-là d'un nom, je ne l'aurais jamais baptisé police républicaine, parce que ça renvoie à la garde républicaine qui veut dire quelque chose que nous connaissons tous, et cette garde républicaine est exclusivement orientée vers la sécurité de. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, la collaboration entre la population donc, et sa police, donc, qui est censée donc, la protéger, n'est pas encore, on va dire, au beau fixe. On enregistre donc de plus en plus des accrochages entre policiers donc, et des citoyens. Il y a également donc, des cas de bavure policière donc, qu'on enregistre. À quoi cela est dû selon vous? Non, je vous ai dit. Je n'ai pas voulu trop parler, mais j'ai ramassé que la police est à l'image de son chef, comme l'armée, toute armée est à l'image du chef. J'ai parlé. D'accord. La police républicaine a connu son troisième directeur général depuis sa création. Le premier que vous connaissez très bien, c'est bien Nazer Ounokpe, donc qui a dirigé la police républicaine pendant quelques mois. Quelle est votre appréciation, en tout cas du temps qu'il a passé à la tête de la police républicaine? C'était, on ne peut plus, il a fait ce qu'il a pu. Et on ne peut pas le blâmer. Sauf que les résultats qu'il voulait, on ne lui a pas laissé le temps on ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour faire apparaître ces résultats. À sa suite, en 2019, c'est Soumaïla Yahya donc, qui a pris les commandes. A-t-il pu combler les attentes selon vous? Bon, j'ai suffisamment parlé de cette période-là. Ici, pendant que j'étais sur le plateau, bien sûr. Et moi, ça me laisse sur ma faim. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les bavures policières, les bavures policières que j'assimilerais à des assassinats n'ont pas manqué. Et je dis que la police, cette police était à l'image du commandement de ce moment. D'accord, on vous aura compris. En tout cas, il y a le contrôleur général de police, Brice Alawanou, donc qui était justement son adjoint, qui a été promu directeur général donc, de la police républicaine. C'est sans doute l'homme que vous connaissez très bien. Un mérite selon vous, non? Bon, c'est un mérite et je lui souhaite plein succès, mais qu'il fasse attention à ne pas tirer beaucoup de leçons de son prédécesseur. Ça ne va pas du tout. Il n'a qu'à prendre garde, et faire en sorte que ce qu'on connaît de sa personnalité transparaisse à travers ce commandement que le patron lui a confié, le chef de l'État lui a confié. D'accord, on va parler terrorisme avec vous. Le Bénin fait face à ce phénomène depuis 2019. L'armée est au front à travers l'opération Mirador. Comment donc suivez-vous tout ça? Comment appréciez-vous toutes ces actions qui sont menées dans la partie septentrionale du pays? L'armée se dévoue autant que faire se peut. Mais je pense que
on a parlé armée, mais avant l'armée, la police Bien sûr. devrait aller au front. Sinon, le rôle premier de la police en ces milieux devrait être considéré comme crucial. Mais il semble que c'est ça qui a manqué. On s'est foutu de ça et on a... C'est un domaine très sensible, il ne faut pas que je parle trop. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, quelque part, le dispositif sécuritaire côté donc, de la police républicaine, il y a quelque chose qui ne tourne pas trop rond? Enfin, il y a des choses à changer systématiquement pour que ça aille pour le mieux. En toutes choses, dans les tests, il faut que la police, avant de laisser poindre l'armée sur le terrain, agisse et rende compte avant que cela ne se fasse. D'accord. Alors, bientôt, les élections générales au Bénin, la police républicaine va être beaucoup plus sollicitée donc, sur le terrain. Comment peut-elle réussir cette mission, selon vous? Non, ça, je n'ai pas crainte. Et ça ira pour le mieux. Il faut espérer que le nouveau commandement prendra ses responsabilités et nous pouvons espérer. D'accord. D'accord. On va finir. Quels sont, on va dire, les conseils que vous avez, les conseils ou des propositions donc, que vous avez à faire aussi bien à la hiérarchie policière qu'au gouvernement dans son ensemble pour dynamiser davantage donc, cette unité de la police républicaine? Au commandement de la police, je dirais qu'elle doit être à l'écoute du gouvernement et de son effectif. De son effectif. Ça veut dire que de tous les hommes, aussi bien hommes de rang que les gradés, et savoir comment aménager comment ménager les uns, les désirata des uns et des autres, et ça peut marcher. Mais le gouvernement aussi doit écouter sa police et je crois que nous en serons tous heureux. Avec la collaboration également de la population. Oui, si je parle d'un ménage, cela va sans dire que la population est déjà concernée. D'accord. Merci à vous, Monsieur Marius Dadjor, contrôleur général de police à la retraite. Merci pour cet exercice d'éclairage et de partage d'expérience sur les 8 ans donc, de la police républicaine. On va dire merci beaucoup pour cette contribution. Très bonne journée à vous, mon commissaire. Je vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, on va changer de registre à présent. Nous sommes toujours dans les moments forts qui ont marqué les travaux de la conférence des forces vives de la nation il y a 35 ans sur le plan éducatif. Comment les choses ont-elles évolué avec les gouvernements qui se sont succédés depuis 90. C'est un professeur de lettres à la retraite qui va nous situer. Le professeur Marius Ndakogan va nous rejoindre juste après cette courte pause. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir.
Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Yosi village, boa, couton, sans tanga. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Yosi village, boa, couton, sans tanga. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Yosi village, boa, couton. Du 19 au 28 février 1990 se sont déroulés les travaux de la conférence des forces vives de la nation, d'importantes assises qui ont ouvert l'ère du renouveau démocratique au Bénin en dehors de la politique, l'état de droit, la liberté d'expression. L'avenir du système éducatif était également au cœur des préoccupations pendant 35 ans. Comment ce système a-t-il évolué et quelles sont ses perspectives? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau un professeur de lettres à la retraite, professeur Marius Dakogan, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Globalement, quelle lecture faites-vous de ces 10 jours de travaux à l'hôtel PLM Aledjo, les travaux que vous avez sans doute suivis? Oui, et je puis dire que j'ai suivi les travaux et que je m'étais également impliqué d'une certaine manière. Oui. Et je voudrais commencer par une petite anecdote, à savoir que un jeune garçon, il avait à peine 12 ans, oui. Un jour qu'il avait fait excessivement chaud, oui. Terriblement chaud, ce garçon a dit à sa maman, « Maman, depuis que le monde est monde, oui. C'est la première fois qu'il a fait aussi chaud. » La maman a dit oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'il a fait aussi chaud parce que pour lui, le monde a commencé depuis sa naissance seulement. Tout à fait, donc oui. pour lui, le monde est vieux seulement de 12 ans. Tout à fait. Cela dit, quand on parle de la conférence nationale, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre et chacun l'aborde comme il croit. Et donc, un peu comme je l'ai donné en anecdote tout à l'heure, chacun prend le train en marche et croit qu'il connaît les frais tenants et aboutissants de la conférence nationale. Il était bon que de temps en temps, ou alors que des historiens qui maîtrisent la situation ou qui se sont bien documentés reçoivent toutes les informations relatives à cet événement et puissent en rendre compte sans tricher et sans émotion surtout. Alors, vous avez donné les dates du déroulement de la conférence nationale. Ce sont les dates du déroulement, effectivement.
Mais je vais vous surprendre. Oui. Je vais vous surprendre en vous disant que, en réalité, la conférence nationale avait commencé par germer le 20 juin 1975, lorsque le capitaine Michel Aïpé a été froidement abattu. 20 juin 1975. 20 juin 1975, que le capitaine Michel Aïpé a été froidement abattu. Oui. Je dis que, je me permets de le dire, je fais partie des dernières personnes ayant vu le capitaine quelques heures avant son décès. Nous étions ensemble, nous avions discuté. Donc, j'en sais quelque chose. Mais, oui, de ces assises, il y a eu ce qu'on appelle le consensus que les acteurs s'évertuent aujourd'hui à promouvoir. Quelle est votre position sur, on va dire, la question ou même la terminologie justement donc du consensus? Avançons pas à pas. Oui. Je vous ai déjà donné la première étape. Bien sûr. C'est 1975. Oui. La seconde, c'est 1989, oui, avec le congrès extraordinaire du syndicat de l'enseignement supérieur, oui, congrès qui a eu lieu les 11 et 12 août 1989 à l'ex-INE, c'est-à-dire au collège au pied. Oui. Et c'était ce congrès-là, ce congrès avait ceci de très important, de très particulier, que c'est à cette occasion qu'il y a un groupe organisé de travailleurs qui s'étaient désolidarisés, désaffiliés du syndicat unique d'alors qui était l'UNSTB. Ce n'était pas une affaire facile, oui, c'était très, très osé de l'avoir fait. Or, si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu avancer comme nous avons pu avancer jusqu'à maintenant, où tout le monde parle de conférence nationale. Pour parler de cet événement, oui, et il faut rendre hommage à Léopold Dossou, qui en était le secrétaire général, paix à son âme. Et il y a également le professeur Kwado Ndjidjoro Léonard, qui était le secrétaire adjoint. Eux, ils sont déjà partis. Voilà, les pionniers lointains, anonymes de la conférence nationale. Je ne vais pas citer les autres, mais il y avait également votre serviteur Marie Dakbogan, que je suis. J'étais le secrétaire à l'organisation du syndicat national de l'enseignement supérieur qui a vu les travaux de la conférence nationale. Alors, l'autre événement que je rappelle, parce que tout cela est important, c'est la participation du président Nicéphore Dieudonné Soglo à cette conférence nationale. Oui. Je ne peux pas parler des jeux de coulisses qu'il y a eu, mais à son retour de Washington, au moment où il prenait sa retraite et qu'il entrait à Cotonou, il était arrivé juste pendant que les gens préparaient la conférence nationale. Pour ce que je sais et dont je me souviens, oui, eh bien, il a tout fait pour s'inscrire, mais il n'a pas réussi. Les gens ne l'ont pas inscrit à la conférence nationale. Il a dû, grâce à son ami, le professeur Faderou Dominique, oui, qui est déjà décédé, il a dû se faire accompagner par ce dernier, qui l'a amené au SNES. En ce moment-là, le SNES préparait un événement important, un colloque intitulé le défi démocratique. Oui. Nous avions demandé pour pouvoir intégrer M. Nicéphore Dieudonné Soglo n'était pas encore président en ce moment, pour pouvoir l'intégrer dans les travaux de notre colloque et lui ouvrir la porte de la conférence parce qu'il est parti par le biais de l'université. Oui. On lui a demandé de faire une communication sur défi démocratique et ajustement structurel. Oui. Et on lui avait donné comme contradicteur Patoupa Lazare et Guy Amédé Adjaraon, deux personnes qu'il a connues et qu'il a promis par la suite. Donc, j'ai dit au passage que c'est grâce au SNES que M. Soglo a été... Le SNES, c'est le syndicat national. Le syndicat national de l'enseignement supérieur. C'était à l'époque le seul syndicat qui avait pu sortir la tête de l'eau parce que quiconque tentait de le faire recevait une sanction à la mesure de son audace. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et je l'ai dit au passage parce que M. Nicéphore Dieudonné Soglo a été nommé Premier ministre, oui, et de là,
il est devenu le président de la République. Comme pour vous montrer comment évolue parfois le chemin la route du destin. Très important. Oui. Bien. Cela dit, vous avez posé une question relative au consensus oui. Et j'y arrive tranquillement. Oui, allez-y. Vous savez, il faut faire attention. Oui. Nous sommes dans une situation politique particulièrement délicate dans notre pays. Les Béninois, il y a un groupe de Béninois qui aiment, qui adorent la politique et qui en fait sa profession. Ces gens-là, ils ont tous les moyens pour endormir les esprits simples, c'est-à-dire les gens comme nous, qui ne sommes pas dans la politique et qui n'y comprennent pas beaucoup de choses. Eh bien, on nous endort. Alors, je m'explique. Quoi faisant, professeur? Vous savez, la conférence nationale a connu une certaine évolution. Oui. Mais le point d'aboutissement de cette conférence nationale, c'est la constitution du 11 décembre 1990. Oui. À partir de ce moment, il n'y a plus à parler de consensus. Là où nous sommes aujourd'hui, et quand il y a un problème qui concerne notre nation, le problème ne renvoie pas au consensus. Tout le monde court vers la conférence nationale pour dire le consensus de la conférence nationale a été violé, le consensus de la conférence nationale a été violé, et on s'en tient à cela. Oui. Mais moi, je dis que c'est une manière d'endormir les gens qui ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. La conférence nationale est terminée depuis le
point de vue entièrement. Parce que si vous retournez à la Constitution, vous verrez que en son article 24, il a été clairement dit que tous les citoyens, quels qu'ils soient, ont le devoir de respecter toutes les dispositions de la Constitution. Oui. D'accord? Et à partir de ce moment-là, nous autres, nous ne savons pas, en tant que citoyens, nous ne savons pas à quel moment nous sortons des dispositions constitutionnelles, à quel moment nous enfreignons la loi, et brutalement la loi se retrouve en face de nous et nous frappe. Par rapport à ça, le législateur a prévu, en l'article 40 de la Constitution, que la Constitution soit une matière d'éducation et que tout le monde fait la place prépondérante qu'elle avait par le passé. Et donc, c'était l'occasion pour les Français d'avoir un peu... De se repositionner. De se repositionner, effectivement. De se repositionner pour... Ce qui passe actuellement, il est temps, dis-je, que la Constitution entre dans les écoles en tant qu'outil, en tant que matière pour qu'on commence par l'enseigner, pour que les enfants et les jeunes sachent ce que c'est que la Constitution, ce qu'il y a dedans, quels sont leurs droits et quels sont évidemment leurs devoirs. Donc cela est important. Cela dit, vous savez que à cause et par rapport à cette fameuse liberté d'expression, liberté d'association, les syndicats avaient exagéré. Et il faut le dire et le répéter. Nous avons connu pendant longtemps, depuis l'avènement de Kérékou II jusqu'à la veille de l'accession de Patrice Talon au pouvoir, nous n'avons connu que des grèves à n'en point finir. Et si on comptabilise bien, dans le système éducatif, les gens font jusqu'à 3, 4, 5 mois, voire peut-être 6 mois de grève par an, exigent leur salaire et prétendent que l'année est sauvée. On ne sauve pas le temps. Le temps, lui, il est le temps, il avance. Donc, nous avons connu pendant cette période-là une pagaille qui ne dit pas son nom, mais qui a eu des répercussions graves sur notre vie. Avec l'avènement de Patrice Talon, l'une des réformes qu'il a faites, et qui a eu une réforme douloureuse, je le dis, mais salutaire, est celle concernant la réglementation de la grève. Et depuis... C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Depuis qu'il a balisé ce terrain-là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus de vacances forcées des élèves, il n'y a plus de grève, tout le monde travaille toutes les années académiques, toutes les années scolaires, sous l'égide du président Patrice Talon, ont été des années correctes, des années bien remplies, mais à quel prix? À quel prix? Au prix, n'est-ce pas, de l'obligation pour nous, je veux parler des enseignants, d'être à leur poste malgré tout. Malgré tout. Et malgré tout, c'est le malgré tout, c'est le malgré tout qui me renvoie en tant qu'enseignant à dire que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à militer dans le syndicat et à prôner, comme j'ai pu le faire, la révalorisation de la fonction enseignante qui n'est jamais arrivée pendant que j'étais aux affaires jusqu'à mon départ à la retraite. En tout cas, tous les actes qui sont posés concourent à valoriser la fonction enseignante comme bien d'autres fonctions non, la fonction enseignante, la République. La fonction enseignante est et demeure une fonction primordiale. Il ne faut pas, lorsqu'on veut faire un traitement aux enseignants, aller regarder les autres travailleurs. Non. C'est-à-dire, si vous et moi, nous avons le même diplôme, d'accord? Vous travaillez à Canal 3 et votre salaire, je parle ainsi, votre salaire mensuel est de 100 000 francs. Nous avons le même diplôme. Et comme c'est la fonction publique, c'est le diplôme qu'on paye. Moi, je suis enseignant et j'ai également droit à 100 000 francs. D'accord? Mais parce que je suis enseignant, des dispositions
spécifiques, spéciales, devraient être prises Pourquoi? C'est obligatoire, c'est pas pourquoi. Oui. Pour marquer la différence entre vous et moi. De telle façon que je suis fier d'être enseignant. Je suis heureux de faire ce travail parce que nous sommes partis tous les deux. J'ai donné un exemple de 100 000 francs mensuels, mais moi, là-bas, parce que je suis enseignant, je suis à 35 000, 140 000 francs mensuels. Parce que vous êtes enseignant. Parce que je suis enseignant. Et le soldat qui va au front, qui va défendre donc, son pays au prix donc, de sa vie, le médecin donc, qui est appelé à donc, traiter des cas urgents. Si chaque fonction va réclamer sa valorisation, finalement, professeur... Non. Oui. Il y a un standard. Oui. Et tant que nous n'arriverons pas là, nous n'allons pas développer le pays. D'accord. Nous n'allons pas développer le pays. Il y a un standard. Le soldat qui va au front, il a ses conditions. Oui. Le médecin qui soigne les âmes, il a ses conditions. L'enseignant également. L'agent d'agriculture qui promeut le développement et la production a ses conditions. Mais tout cela, c'est-à-dire parmi tout cela, l'enseignant est le privilégié. Nous sommes les privilégiés de l'État et l'État doit le reconnaître s'il tient à obtenir un développement. En dehors de ça, il n'y a pas de développement. D'accord. Professeur, malheureusement, nous n'avons plus assez de temps donc, pour échanger. Dans tous les cas, nous aurons d'autres occasions pour revenir sur tout ça. On va finir peut-être avec votre... mot de fin. J'avais voulu avoir vos propositions, peut-être sur les défis aujourd'hui auxquels le système éducatif est confronté. Quelles sont les orientations, les propositions que vous pouvez faire à ceux qui sont en charge du système éducatif? Je pense que le gouvernement a ses problèmes. Et nous n'avons pas toujours les moyens de comprendre, d'appréhender tout ça. Mais je pense qu'il faut, dans un premier temps, commencer par améliorer la situation des gens qu'on appelle AME et tout là. Il faut commencer par améliorer substantiellement leur situation, leur donner la garantie de la certitude du travail qu'ils sont en train de faire et les rassurer pour qu'ils puissent faire le travail correctement. Sinon, ils ne le pourront pas. Donc, il faut absolument que l'on prenne cet aspect-là en charge et qu'on essaye autant que possible de privilégier les enseignants mais de faire assez rapidement un statut qui puisse être respecté pour permettre aux enseignants d'avoir un plan de carrière digne de ce nom et qu'ils soient davantage fiers d'être enseignant. D'accord, merci à vous, professeur Marius Dakpogan, professeur de lettres à la retraite. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour que vous puissiez partager cette expérience avec, on va dire, la jeune génération et tous ceux qui sont en charge de l'éducation au Bénin. Merci beaucoup pour cette disponibilité, professeur. Merci bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, pour la suite donc, de cette émission, on va suivre la revue de presse hebdomadaire de Hachim Okani à Siongbon. Et juste après, c'est Claude Alofa qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Et notre dernier invité ce dimanche, c'est bien DJ Turbo Premier, c'est notre artiste de la semaine. Il a sorti un nouveau single, donc mercredi dernier. On va le découvrir sur ce plateau. Voici la revue hebdo. À toutes et à tous, bonjour, c'est la revue de presse hebdomadaire. L'autre quotidien informait que dans le cadre de la mise à disposition de fonds pour auditer le fichier électoral, Patrice Talon honore son engagement. La Nation écrit que pour la réalisation de l'audit du fichier électoral, le comité de pilotage mis en place par des partis politiques de l'opposition a soumis au gouvernement un budget de 159 436 200 francs CFA. En réponse à ce projet,
le gouvernement a décidé de mettre à sa disposition l'intégralité du montant demandé. Pour le matinal, le comité mis en place par certains partis politiques d'opposition a soumis au gouvernement un budget pour la réalisation de cet audit. Le Conseil a autorisé la mise à disposition intégrale des ressources et instruit les ministres chargés des Finances et de la Justice d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Par cette décision, le gouvernement prouve que le manque de ressources financières ne sera pas un alibi pour la non-réalisation de l'audit du fichier électoral. Fraternité notait que cette initiative traduit une volonté affichée de garantir des élections crédibles et sans contestation majeure. La validation par le gouvernement d'un budget de plus de 159 millions de francs CFA pour l'audit du fichier électoral marque une avancée significative dans le débat sur la transparence électorale. Demandée par certains partis d'opposition, cette initiative vise à renforcer la crédibilité du processus électoral, un enjeu crucial à l'approche des prochaines échéances politiques. Pour Matin Libre, c'est un désaveu pour l'UPR, le BR et Moël Bénin, le gouvernement ayant donné son accord pour que les fonds nécessaires à l'organisation de l'audit soient débloqués. Que feront les partis UBR, BR et Moël Bénin, se demande le journal. Vont-ils revenir sur leurs paroles, rejoindre l'opposition pour un audit participatif du fichier électoral, ou resteront-ils campés sur leur position, laissant l'opposition contrôler tout le processus? Voilà le dilemme dans lequel se trouvent aujourd'hui les partis de la mouvance, à force de ne jamais vouloir accepter aucune initiative venant du camp d'en face. Par ailleurs, Fraternité ajoutait que la liste électorale sera publiée en septembre 2025. L'Agence nationale d'identification des personnes s'apprête pour rendre disponible la liste électorale devant servir aux élections générales en 2026. Elle a annoncé l'échéance de septembre 2025 pour la transmission du fichier à la Commission électorale nationale autonome. C'est ainsi que la NIP entend jouer son rôle pour accomplir sa mission dans le processus électoral. Et puis en ce qui concerne le dialogue interreligieux, Libération rapporte que Talon échange avec les hauts responsables de l'Église du christianisme céleste. Le matinal renchérissait et soulignait que Talon engage la réconciliation des dissidents. Pour Bénin Intelligent, le président Patrice Talon a reçu le jeudi 20 février au palais de la Marina une délégation de haut rang de l'Église du christianisme céleste venue du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. La délégation était conduite par le révérend pasteur Benoît Benet Tadéogun, supérieur mondial de l'ECC, Emmanuel Mobiyina Oshofa, chef mondial de l'ECC au Nigeria, et le vénérable suprême évangéliste Hyacinthe Sarasoro, président du Conseil national pour l'unité de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Tous trois ont exprimé leur satisfaction quant à l'intérêt du président Patrice Talon pour le dialogue interreligieux. Soucieux de la cohésion au sein de l'ECC, ils lui ont exposé les défis auxquels l'Église est confrontée pour la nation. Pendant près de 3 heures d'horloge, il a échangé avec les leaders mondiaux de cette conférence religieuse sur les défis du moment la concernant. Le chef de l'État a ainsi jeté avec les premiers responsables de l'Église du christianisme céleste les bases de leur réconciliation et de la réunification. Cette initiative présidentielle et la démarche qui la sous-tend sont bien appréciées des premiers concernés qui y adhèrent totalement. Dans la suite, le progrès indiquait que les efforts d'industrialisation du Bénin se poursuivent à grands pas. Mardi dernier, lors de la visite de la délégation de 12 ministres conseillers, conduite par le coordonnateur Janvier Yaouedéou dans les locaux de la zone industrielle de Glodjibé, les constats sont à hauteur de la réputation des lieux. Des t-shirts de qualité supérieure, made in Bénin, des vêtements de qualité fabriqués. Sous la conduite de Letonji Béton, directeur général de la CIPI Bénin SA, renseignait la nation, la délégation a pu appréhender les ambitions stratégiques de cette zone dont l'objectif premier est la transformation locale des matières premières pour générer plus de valeur ajoutée et créer des emplois. Letonji Béton expose à ses hôtes
que depuis le lancement des travaux, la GDIZ a attiré plus de 30 investisseurs ayant signé des contrats de réservation de parcelles. Parmi eux, 12 unités de production sont déjà opérationnelles, générant plus de 14 000 emplois. L'autre quotidien notait que les 12 ministres conseillers en sont repartis entre satisfecit, émerveillement et encouragement. Pour Fraternité, cette immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois s'est donc soldée par un réel constat de la transformation du Bénin en pôle industriel, une dynamique survenue par les réformes du président Patrice Talon qui se traduit par un avenir prometteur pour l'économie nationale. Libération parlait de la tournée de la ministre conseillère Claudine Prudencio dans les hôpitaux publics. Bénin Intelligent expliquait que la ministre conseillère à la santé Claudine Afiavi Prudencio est en tournée nationale en vue de constater les transformations majeures en cours dans le secteur depuis 2016 grâce aux réformes mises en place dans le cadre des programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2. Mais elle recueille également les préoccupations des professionnels de santé ainsi que des citoyens. Le Matin dira que triple est l'objectif principal de cette tournée qui vise à évaluer les différents progrès et procéder à une identification des réalisations et les améliorations dans les services de santé. Ensuite, il s'agit de mettre en lumière les avancées significatives pour en faire bénéficier la population et enfin de prêter oreille aux professionnels de santé et de recueillir leurs attentes et besoins. Dans la suite, la Nation relatait que la gestion électronique des courriers marque une avancée décisive dans le processus de modernisation de l'administration publique en offrant une solution plus rapide, fluide et sécurisée pour la gestion des échanges administratifs. Cette plateforme transforme le traitement des documents officiels. Elle réduit considérablement les délais de traitement et optimise les ressources de l'administration. Bien que l'initiative ait déjà été déployée dans plusieurs communes comme Porto Novo, Cotonou, Paracou et bien d'autres, des défis demeurent pour rendre cette plateforme plus performante. Enfin, la promotion d'une culture d'innovation et l'acceptation du numérique au sein de l'administration permettront de surmonter la résistance au changement et de maximiser les avantages de la gestion électronique des courriers. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été au rendez-vous. C'était l'essentiel des informations traitées par les Canards parus cette semaine et parvenu à la rédaction de Canard 3 à Bénin en plateau. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, cher confrère. Directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci d'être avec nous. On va commencer avec cette décision inattendue. Le gouvernement qui met à la disposition du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral une somme de près de 160 millions de francs CFA pour conduire les opérations. Et votre journal a titré que Talon joint l'acte à la parole. Oui, vous avez parlé d'actes inattendus parce que certainement on ne pourrait pas espérer une telle action d'un chef de l'État en Afrique et qui, à la fin donc, de son mandat, va donc remettre de l'argent à l'opposition. Parce que c'est de ça la question. Hein. C'est l'opposition seule qui demande donc à pouvoir auditer le fichier électoral. Et n'a pas réussi pour le moment à associer les autres partis, les partis soutenant le chef de l'État. Je crois que c'est dans ce sens-là que vous disiez donc que c'est inattendu. Sinon, lorsqu'on considère le début, le chef de l'État avait déjà manifesté sa approbation, son approbation bien sûr, pour que cette activité ait lieu, pour qu'on puisse auditer le fichier électoral. Parce que selon lui, il n'y avait pas de problème, mais c'est toujours bon de donner les moyens pour que cela soit fait. C'est dans ce sens-là que je comprends ce que vous dites. Oui, Talon a
associer l'acte à la parole. Et cela donne à croire, je crois que cela lui permet donc de plus en plus de croire que si certains ne le reconnaissaient pas comme démocrate, certains ne le reconnaissaient pas comme un chef de l'État qui veut bien que des élections soient libres, je crois qu'ils n'ont plus de raison de maintenir cette position actuellement. Pourtant, ces soutiens, les partis qui soutiennent donc le chef de l'État, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et autres, n'étaient pas trop favorables donc, à cette démarche donc, des démocrates ou même de l'opposition dans son ensemble. Donc à l'issue des discussions avec ces partis politiques, ils n'étaient pas trop d'accord. Donc on aille donc à l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, Patrice Talon fait autre chose. Finalement, il y a un peu comme de mélange de part et d'autre. Oh non, c'est le chef de l'État. Et dans tous les cas de figure, c'est le nom de Patrice Talon qui circulerait. C'est-à-dire que sur le plan international comme sur le plan national, on dira que l'opposition demande l'audit du fichier électoral et que Patrice Talon refuse. C'est de Patrice Talon il est question. Aujourd'hui, non seulement il accepte, mais il a encore les moyens. Alors, les partis le soutenant ont certainement des raisons politiques de pouvoir donc refuser et que cela arrive. Mais à la fin de son deuxième mandat, constitutionnellement donc admis, c'est normal que le chef de l'État ait envie quand même qu'une fois tout le monde s'entende pour dire oui, c'est un démocrate, il veut que les élections soient... il a été élu par des élections démocratiquement organisées, des élections libres, et lui-même, il a travaillé à ce que, après son départ, ou au moment où il partait, qu'il y ait eu des élections transparentes et libres également. Je crois que c'est comme ça il faut voir. Il n'y a pas de confusion. Il y a un peuple qui a élu un homme, un chef d'État, et le chef d'État doit répondre devant ce peuple et il prend les dispositions pour que le peuple, ce qu'il a promis au peuple, que cela soit fait à la fin de son mandat, qu'on puisse faire le bilan, ce qu'il a promis dans son projet de société par rapport à la gestion de la démocratie béninoise, qu'on puisse dire oui, ceci a été fait, mais il reste ceci qui n'a pas été fait. Et pendant que certains saluent la bonne foi donc, du chef de l'État, il y en a qui sont en train de voir un piège tendu donc, à l'opposition. Voyez-vous les choses sous cet angle également Bon, ça aurait été ainsi si c'est le chef de l'État qui avait appelé l'opposition à venir le voir afin qu'ils organisent l'audit du fichier électoral. Le président Patrice Talon, je ne me souviens pas l'avoir entendu dire dans l'un de ses discours, nous allons organiser un audit du fichier électoral. C'est l'opposition qui est venue demander cela. Et donc l'opposition a obtenu ce qu'elle est venue demander, du moins une partie de l'opposition. À partir de ce moment, je ne sais qui piège qui, à moins que ce soit l'opposition qui serait en train de piéger le président Patrice Talon. Ah oui. Mais sinon, on ne pourrait pas dire que le président Patrice Talon est en train de piéger quelqu'un. Même si le président Patrice Talon n'est pas candidat en 2026, même s'il ne l'est pas. Voilà, sans doute que il va avoir un candidat, donc forcément qui va porter. Lorsque vous allez en combat, c'est vous qui donnez les moyens donc à votre adversaire pour vous contrôler. Et tout, est-ce que c'est un enfant de cœur? Non, je me dis plutôt que c'est ce que la démocratie exige. Oui. Les fonds pour organiser des élections ne dépendent pas de la bonne volonté d'un chef de l'État. Ça n'existe nulle part. Les fonds pour organiser les élections, d'accord. Mais les fonds non plus pour préparer l'élection. L'initiative pour auditer donc un fichier électoral, l'initiative portée par l'opposition. Parce que le président Patrice Talon a été élu régulièrement. Et après, il y a eu des élections qui ont été organisées sous son autorité, parce qu'il est resté le chef de l'État. Mais il y a eu des débats autour donc, de ce fichier électoral-là. Il y a eu des débats autour de la manière dont les trucs étaient organisés. Et l'opposition, qui a été toujours avant-gardiste de ce débat, est venue réclamer l'audit comme étant la matière la plus importante pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Alors, le chef de l'État montre clairement donc que ce que vous réclamiez depuis, ce que vous pensez être mauvais, allez voir et sortez-nous le mal qui est là-dedans. Et cela confirmera au bout du rouleau que le chef de l'État a toujours été donc sincère, a toujours été franc dans sa relation
avec le peuple béninois, dans sa relation avec ce que le peuple béninois a décidé. C'est le peuple béninois qui a décidé de la démocratie. D'accord. Alors, le comité de pilotage peut donc commencer à dérouler son agenda, puisque son budget, donc désormais financé... L'entièreté de son budget. Oui, l'entièreté, oui. C'est bien précis. L'entièreté de son budget a été financé donc, par le gouvernement. Pendant ce temps, il y a cette polémique sur la Nouvelle République ou non. Au Bénin, ce débat est-il nécessaire, Claude? J'ai peur que nous nous fassions piéger à un moment donné. Voyez-vous, depuis que nous avons commencé la démocratie au Bénin, il y a ce débat qui revient régulièrement dès qu'on finit, dès qu'un candidat finit donc ses mandats. Il y a comme une peur au niveau donc de ceux-là qui doivent occuper la place. Et c'est devenu comme un projet de société. C'est cela que l'opposition brandit à chaque fois pour dire le chef de l'État ne veut pas partir. Le chef de l'État ne veut pas partir. Et on demande, est-ce qu'il va partir? Lorsque le président Patrice Talon a constaté que le même débat a commencé avec lui, il a pris les dispositions, il a initié donc une modification de la Constitution pour qu'on précise là-dedans que nul au Bénin ne peut, quelle que soit la situation, faire plus de 2 mandats de sa vie. Alors, je me demande exactement qu'est-ce qu'il faudra qu'on écrive dans la Constitution pour que l'opposition ou ceux-là qui en font titre aujourd'hui puissent quand même avoir foi. Parce qu'il y a des tests sur lesquels nous nous basons pour pouvoir réguler l'activité politique. Des tests qui sont modifiables à tout moment. Très bien. Lorsque le chef de l'État donne toutes ces garanties et que ses soutiens appellent donc à un 3e mandat, que doit-il faire? Oui. Doit-il se taire et laisser la confusion comme ça? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Moi, je veux bien savoir. Qu'est-ce que ceux qui disent qu'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils veulent que le président de l'État fasse? Qu'ils viennent lui dire. Est-ce que quand le président Patrice Talon prendra donc les écrans de toutes les chaînes de télévision, les radios nationales, la presse écrite, et déclarera officiellement je ne suis pas candidat, le lendemain, on nous dira que c'est un piège, que c'est pour nous endormir que le chef d'État est passé le dire. Alors finalement, on veut quoi? Qu'il démissionne avant la date? Qu'est-ce qu'il ferait? La Constitution ne lui demande pas de ne pas finir son mandat, parce qu'il sera donc jugé de parjure, parce qu'il a un mandat à finir. Il va mettre le pays dans la difficulté. Je pense que nous devons éviter un piège. Et si nous continuons, ceux-là qui utilisent ce débat vont nous conduire après dans une difficulté. Parce que il y aura quelqu'un finalement qui va venir par dire, bon, peut-être que c'est ça que les Béninois veulent en disant. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il va quitter? Ces soutiens dont on suscite la candidature, parfois, Claude, vous et moi, on sait comment est-ce que le problème est réglé d'abord au sein donc, du parti auquel appartient celui dont on suscite la candidature et tout. Pour le cas donc, de ceux qui appartiennent au parti politique, donc sérieux, et qui appelle justement à un 3e mandat alors que c'est interdit par la Constitution. Est-ce que ce n'est pas un trouble en quelque part? Est-ce que ce n'est pas non plus une stratégie? Parce que nous avons parlé tout à l'heure de la possibilité d'auditer le fichier électoral. Dites-moi, le chef de l'État candidat, et qui peut-être voudrait donc rester à son poste, alors que la Constitution ne le lui permet pas, et que l'opposition vienne demander l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État, s'il avait refusé de donner les moyens, demander exactement, sans chercher à faire de discussion, pour qu'on ne dise pas l'essentiel, là, il nous a arraché cela encore. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que c'est pour préparer son 3e mandat. Maintenant, il a remis entièreté des sous. Et on dit que c'est un piège et que c'est parce qu'il veut être candidat et qu'il le fait pour peut-être mobiliser encore la masse. Disons-nous la vérité. Nous devons choisir de pouvoir faire la démocratie. La démocratie a des exigences. Et ces exigences-là, nous ne pouvons pas nous éloigner de ces exigences. Et oui, il y a des possibilités. Pour chacun à son niveau, il y a des risques. Maintenant, il faut nous dire, dans l'histoire des 10 ans, actuellement, nous en sommes à 8, bientôt 9, terminé les 9 ans de mandat. Est-ce que le chef de l'État a pris l'habitude de ne pas faire ce que la Constitution lui demande de faire? Est-ce qu'il est déjà arrivé une année où il a refusé d'aller devant les députés pour pouvoir présenter le bilan à la nation? Qu'est-ce qu'il a déjà refusé? A-t-il refusé d'organiser des élections?
Qu'on nous trouve des arguments et qu'avec ces arguments, Claude, sur la question donc des appels à un troisième mandat du chef de l'État qui ne pose de problème presque à personne. Supposons qu'un groupe d'acteurs politiques se mette devant donc caméras et micros pour appeler l'ancien président Boni à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce que cela va susciter? Non, rien du tout. On va lui dire, présente-toi. Oh non, mais monsieur le président, vous pouvez être candidat aussi. Et il verra si la constitution lui permet d'être candidat. Je crois que lui-même ne tomberait pas dans un tel piège. Il ne suffit pas que des cuidams, c'est vrai, j'avais dit des gens de partis sérieux fassent des déclarations pour que... On a déjà vu des gens dire ailleurs, aux États-Unis, que le jour de naissance du président de la République doit être désormais férié. Mais ça ne veut pas dire que désormais ce sera ainsi. Tant que la loi ne le permet pas, tant que la loi ne dit pas de le faire, je crois qu'il faut faire cela. Si on demande au président Yahya Moïse d'être candidat, s'il est candidat, on va le présenter, on va voir donc selon les tests s'il peut être candidat. L'âge, les autres critères. S'il peut être candidat, il sera candidat. L'obligation de ne pas faire plus de 2 mandats tout au long de sa vie. Cette obligation qui frappe aussi bien Patrice Talon. Donc, quelle que soit la situation, je me dis, c'est un faux débat. Et puis, c'est moi qui me pose la question de savoir, est-ce que des gens ne se disent pas que il y a des faibles dans le pays, il faut leur lancer de tels... Pour qu'ils soient occupés. On occupe, je me dis, c'est un piège à l'opposition, je me dis, on occupe le chef de l'État, on occupe l'opposition à de telles informations. Et puis, le chef de l'État n'a posé aucun acte qui nous laisserait croire que ceci qu'il fait là. Je crois que depuis le début de son mandat, et je crois qu'il a même participé à des organisations, des conférences de la jeunesse en Afrique, où il a déclaré clairement qu'il est important qu'un pli soit donné. Et je crois depuis 35 ans, nous avons commencé des élections au Bénin. Il est temps que le Bénin soit quand même... La 8e, je crois, la 8e législature de l'Assemblée nationale a été un parlement complètement monocolore, l'opposition étant écartée. Écartée ou s'est fait écarter ou n'a pas respecté les textes. N'a pas respecté les textes. Oui, l'opposition n'était pas du tout. Ça, c'est ce qui est dans l'histoire. Parce que Patrice Talon, en tant que démocrate, comme vous le dites, ne peut pas organiser les élections et qu'on puisse avoir seulement ses soutiens au Parlement. Ça ne crédibilise pas donc notre Assemblée. Non, je crois qu'on a un problème. On a un sérieux problème. Lorsque vous organisez les élections et que l'opposition y est présente, mais à peine on entend sa voix. Donc l'élection là est bonne. Lorsqu'elle n'y est pas du tout, alors que fera le chef de l'État? Si la loi a été votée plus tôt et exigeant des conditions, il est important que les partis politiques, après le débat, parce que quand vous faites le débat, vous demandez que vous constatez que de l'autre côté, on ne veut pas donner. Vous vous arrêtez, vous commencez à faire autre chose, vous pensez à l'élection, vous faites... Dites-moi, après qu'ils ont refusé d'aller à ces élections-là, parce que les tests, ils refusaient les tests tels qu'ils étaient votés. Des tests qui avaient été votés par une assemblée qui n'était pas monocolore. Rappelons-le. Et donc, dès qu'ils ont refusé que l'élection a eu lieu, qu'ils ont constaté qu'ils avaient en face de quelqu'un qui tient à ce que la loi soit respectée, ils ont tous régularisé leur situation. Ça, c'est là la situation. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui parlent. D'accord. Claude, alors, en tout cas, autre sujet avec vous, les radars positionnés sur les axes routiers ne vont pas seulement capter les véhicules qui sont en excès de vitesse. Les motos également sont dans le viseur donc, de ces radars. Bonne nouvelle, non? Je crois, bonne nouvelle. Cela a demandé beaucoup de moyens. Parce que, voyez-vous, parmi les nombreux accidents, quand on va faire les statistiques, les accidents dont on ne parle pas très souvent, c'est ceux-là qui se produisent généralement entre un motocycliste et un piéton. Et c'est toujours lié à l'excès de vitesse. Généralement, à l'excès de... Parce que s'il n'y a pas excès de vitesse, on n'aurait pas cette situation. Donc, contrôler l'excès de vitesse au niveau donc de motocyclistes, je trouve les véhicules à 2 roues, je trouve que c'est une bonne opportunité, c'est une bonne initiative. Elle coûtera cher à l'État béninois parce qu'il faudra, voyez-vous, quand nous devons tout acheter de l'extérieur, les radars, il faudra les acheter. Il faudra leur maintenance.
Voyez-vous, tout cela doit être fait. Ça coûtera cher à l'État, mais c'est pour la sécurité. Est-ce qu'on ne fait pas déjà trop la misère aux motocyclistes, obligation de port de casque, obligation de rouler sur la piste cyclable, maintenant obligation donc de contrôler sa vitesse donc à certains endroits donc de la ville? Oui, je vais juste me demander au Bénin ici, quand on fait le point, nous sommes à 11 millions de Béninois qui sont ceux-là qui, le pourcentage ayant une moto. Et quand une moto devait arriver à cogner donc un citoyen lambda, qui paierait le prix? Donc je trouve qu'il y a des lois pour circuler. Si on reste dans cette logique, voyez-vous, on va dire que le coût de la route est exagéré. Et on a encore réduit pour dire non, il faut permettre. Il y a des situations pour que nous puissions protéger les populations. Les populations à la base n'ont accès qu'à ce que l'État leur offre. Et donc, leur vie est quand même prioritaire. Si quelqu'un a les moyens de s'acheter une moto, on trouve que pour sa propre sécurité, il faut qu'il achète donc un casque. On a trouvé que ce n'était pas normal, on a crié, mais finalement on s'est dit, ah vraiment c'était bien. On a politisé, on a trouvé que c'est la femme du chef de l'État qui avait le projet, voilà pourquoi. Mais maintenant, on nous dit qu'il faut rouler. Tu te lèves tôt de chez toi, tu roules la voie à la vitesse normale, tu arrives là où tu vas. Je trouve qu'on règle beaucoup de problèmes, les problèmes d'éducation. Et pour moi, je crois qu'il faudra multiplier plutôt les lieux de ces radars-là. D'accord. Le temps est passé, mais je voudrais qu'on dise un mot sur cette situation vraiment malheureuse. Je parle de la disparition du ministre donc, des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle. Donc, dans cet accident jeudi dernier, une grosse perte. Une grosse perte qui nous laisse, une situation qui nous laisse sans mots. Parce que on ne comprend pas. On veut bien comprendre, mais on ne comprendra jamais. On se retrouvera toujours dans des situations pareilles. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi à lui? Pourquoi à ce moment? Alors qu'on venait donc de suivre un discours de lui, on nous annonce automatiquement sa mort. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce soit ainsi? Nous laissons donc la providence pouvoir donc décider de tout. Et puis, nous ne pouvons que prier pour la famille. La famille et demander que Dieu protège les siens, ceux-là qu'il a laissés, qu'il protège le Bénin et qui vient de perdre un ministre. Nous en avons eu qui sont morts, d'accord. Nous savons qu'on en aura qui mourront. Mais dans cette situation, le Bénin a été touché. Et je crois que c'est pénible, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est mauvais que ce soit des situations tristes qui nous rassemblent. Les bonnes situations devaient aussi nous aider à nous rassembler, à rester unis. Mais tout le monde est d'accord, unanime là-dessus. On n'aurait pas voulu une telle mort. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. Très bonne journée à vous. C'est toujours un plaisir d'être en face de nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup et bonne journée Claude. Merci. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons finir avec notre artiste de la semaine qu'on va installer avec ce morceau qui sans doute va vous rappeler les premières heures donc, de la carrière artistique de l'homme. Tous les jeunes du quartier, 100% au glazo, vous attend sur le carrefour. C'est moi qui vous dis ça. Danser, au glatin, c'est notre danse spirituelle au nom du Père, du Fils et d'Esprit. Amen, 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 amen. Zogla, 600% Zogla dance, Zogla dance, Zogla, 600% Zogla, 600% Zogla dance, Zogla, Zogla dance, 600% Zogla dance, Zogla, Zogla dance, Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné.
Zogladens, allez tous les premiers. Les premiers. Zogladens, allez tous les gagnants. On a gagné. Aongogo nye wakajo, ijo patakini ijo no. Ijo Zogladens, ijo tiwani ijo no. Eyo fuma bawa, c'est vous qui gagnez comme ça, qui dansez Zogladens. Et vous avez compris, c'est un morceau qui nous renvoie aux années 90. DJ Turbo Premier est notre artiste de la semaine qui vient de s'installer sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour mon cher ami Idriss. C'est un plaisir de vous revoir donc, sur ce plateau. Après des années d'absence, vous signez votre grand retour sur scène avec un single donc, qui a commencé déjà à cartonner depuis mercredi dernier. Le titre c'est Ananouchi, qu'on va découvrir dans les minutes à suivre. Donc, mais d'abord, le morceau Carton Rouge, donc, que nous avons connu en 2004. Oui. Voilà, oui, en 2004. Est-ce que c'était le point de départ pour vous? Non, non, non. Carton Rouge, c'est arrivé après. Le départ de ma sortie, c'est le 600% Zogladens. Oui. Hein, à l'époque, c'était le Elezo que j'avais modernisé pour obtenir le Zogladens. Oui. Et voilà, ça a commencé en 1990. Oui. Et beaucoup de personnes ont apprécié. D'abord, il faut dire que en son temps, le plus jeune qui a donné un grand mouvement au public béninois, c'était 600% Zogladens. Tout à fait. Oui. Et puis, le son continue toujours pas cartonner. Hein. C'est le son qui, on va dire, est collé donc, à votre identité. À mon image, à mon identité. Oui, c'est le Zogladens parce que je suis le créateur. C'est moi qui a créé le Zogladens. Donc, justement, le concept... Le concept, on va l'expliquer. Oui, le concept de Zogladens, je viens de dire qu'à l'époque, c'est le Elezo que j'ai modélisé. Oui. À l'époque, il y avait du Kaleta. Quand j'étais petit, j'avais joué de Kaleta. J'avais porté des masques et tout, surtout à Guégamé. Vous voyez. Donc, après, je suis parti rester à Guinkomé. Et à Guinkomé, à l'époque, il y a le Djanta, le délégué de Guinkomé, qui jouait du Elezo. Donc, on était tous ensemble avec le délégué Père Assonam, il s'appelle Djanta. Tout a commencé là. J'ai commencé le métier. Métissé, voilà. C'est du fanfare. Oui. C'est du fanfare. Vous voyez? Donc, ça a commencé. Et je rends grâce à Dieu, ça a pris. Et puis ça rentré un peu dans le zouk également. C'est rentré un peu dans le zouk. C'est le côté romantique de l'homme. Oui, je suis un zouker. J'avais commencé à l'époque avec Wall Junior. Oui. Alors, le Carton Rouge, il était destiné à qui? Il était destiné à l'époque, il s'est passé quelque chose où on a dit le bateau Ochuka. Oui. Vous avez entendu en son temps. Ça n'allait pas. Et moi, je me suis dit, quand même, il faut faire quelque chose. C'est là où j'ai chanté le Carton Rouge pour donner Carton Rouge à celui-là. C'était l'ex-ministre de l'Intérieur, voilà, qui dit, bon, je ne vais pas sortir le terme ici. Voilà. Donc, moi, j'ai donné le Carton Rouge pour dire, il faut qu'on arrête. Pas manipuler le peuple. Voilà. Et pour vous, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous l'avons appris avec vous en 2010 avec ce morceau. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Oui. Ah oui, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau? Il n'est jamais trop tard parce que à l'époque, je pense que au Bénin, il y a souvent des critiques de gauche à droite, tout et tout. Moi, je dis toujours, je ne regarde pas les critiques. Je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein? Donc, j'ai chanté ce morceau pour dire aux Béninoises et Béninoises que nous, quand tu démarres quelque chose, hein, tout doucement,
il faut améliorer, et ça explose. Voilà. Et tous ceux qui sont jaloux de vous vont maigrir. Oui, ça c'est vrai. 2019, vous l'avez dit également. On dirait que vous avez... tout à fait, oui. Et comment dit-on, mon CV, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Alors, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Oui, toujours, c'est à cause des critiques. C'est jaloux. Les jaloux, c'est ceux-là qui ont dit à l'époque que Turbo Tintin a copié telle personne. J'ai dit, j'ai pas copié quelqu'un, j'ai créé mon rythme. Le Zogla Dance, qui a cartonné, parce que c'est du Elezo que j'aime organiser. Le Elezo, ça se joue au Bénin, ça se joue au Ghana, ça se joue en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, j'ai créé le Elezo, c'est mon rythme. Je suis le roi de ce rythme modernisé, métissé, qui est le Zogla Dance aujourd'hui, qui cartonne et qui continue par cartonner. Voilà. Et Mensé, oui, c'est pour dire... c'était le titre du cinquième album. Oui, composé de 12 titres. Oui, tout à fait. Oui, Mensé, c'est pour dire, dans la vie, quoi qu'en soit l'univers, ce que Dieu a mis sur toi, personne ne peut l'enlever. Ah oui, personne ne peut l'enlever. Donc, chacun a son destin. Mensé, voilà. Et puis, c'est un titre qui parle de vous. Oui, Mensé parle de moi. Parce que de vous, surtout de la situation. Oui, à l'époque, j'avais fait un accident. Bien sûr. J'avais fait un accident, je ne sais pas. C'est un commenté. Je venais d'un spectacle, arrivé au premier pont, vers Agla. Il y avait un VIP à l'époque du nom de Dibos Club. La voiture était garée. Moi, je venais avec ma moto parce que, bon, je conduisais souvent des grosses motos et tout. Donc, je venais quand, fortuitement, la personne m'a percuté. Et quand il m'a percuté, je suis tombé avec la moto et tout. J'ai eu une fracture au fémur gauche, mais il a pris la clé des champs. Il est parti. Je ne peux même pas vous dire quel numéro voilà, de la voiture qui m'a percuté. Donc je me suis dit, c'est un coup monté, mais Dieu m'a sauvé. Je suis encore là. Et vous signez votre grand retour. Sur la scène. Voilà, sur la scène béninoise. D'accord. Mon grand retour. On va en parler tout à l'heure. Et puis, vous êtes revenu avec quelque chose. Ah oui, je suis revenu avec quelque chose. Un single qui a commencé déjà pas cartonné, je le disais. Pas cartonné, oui. Un peu partout sur Facebook. Voilà, Nanouche. Je dis à Nanouche, aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Moi, c'est pour donner un conseil à toutes les femmes que j'apprécie. Voilà, quand tu te maries, fais tout pour que le mari soit content de toi. La femme qui fait des histoires tout le temps à la maison, je veux dire, quand vous allez vous coucher, tout ça là, c'est tourner le dos à la femme. Quand tu fais ça, l'homme va chercher ailleurs, au dehors. Mais quand tu prends bien la femme et tu chéris ton homme, tu chéris ton homme et tu fais... de la sorte c'est vice-versa. Oui, c'est vice-versa. C'est vice-versa. L'homme aussi, franchement parler. Donc, quand tu fais bien, je pense que ton homme ne peut jamais aller chercher ailleurs. Parce que chaque fois, il va dire, attention, ma femme, quand je rentre à la maison, il y a déjà le manger sur la table, il y a déjà ci, il y a déjà ça. Même quand j'ai besoin de ma femme, elle est dispo. Et on va découvrir le morceau, c'est le deuxième extrait que nous avons prévu pour cet entretien. On va suivre une séquence donc de ce morceau et on revient pour la suite. D'accord. Et oui, comme ça, vous avez le tout puissant DJ Turbo premier. Allons abonner, non ça n'est pas pour les tout la sabot. Allons abonner, non ça n'est pas tout la sabot. Allons abonner, non ça n'est pas pour les tout la sabot. Allons abonner, non ça n'est pas tout la sabot. Iwae,
Voilà donc pour cette séquence du dernier single de notre artiste de la semaine. Alors dites-nous tout sur ce morceau. Je vais vous dire, ce morceau, c'est un morceau que j'ai composé surtout pour les femmes. Oui. Tout à l'heure, j'avais expliqué, faut savoir garder ton mari à la maison. C'est vice-versa, hein, je ne dis pas seulement les femmes, les hommes aussi, bien garder leurs femmes à la maison, qui est une ambiance formidable dans le foyer. Et là, ça passe bien et ça passe normal. Toi, la femme qui garde bien ton mari, il ne va pas avoir l'œil au dehors. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer en grosso modo. Le morceau est déjà disponible sur les plateformes. Oui, sur les plateformes, sur YouTube. Voilà, vous pouvez télécharger, vous allez écouter le morceau. Voilà. Donc ça a commencé tout doucement et on va continuer la promotion avec ce qui reste. Ce sont les secrets que vous donnez au couple pour... oui, voilà, pour être à l'aise dans le foyer. Un peu comme le docteur Love. Alors... voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, la promo de ce morceau continue. Oui, ça continue. En dehors de ça, quels sont les projets puisque les projets, bientôt je vais lancer le single. Je vais lancer le single si tout va bien pour les fêtes de Pâques. Au moment opportun, je vais passer encore sur le plateau pour dire le lieu, la date et tout. Voilà. Donc c'est pour bientôt. On va lancer le single. On va faire une soirée dédicace. Et on va inviter beaucoup de personnes pour suivre. Voilà, Turbo qui est de retour sur la scène béninoise. Cette fois-ci avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Vous le savez, Turbo c'est la marque plus fort. Plus forte. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut chanter un peu Ananouché pour voir ce que ça va donner? Ananouché là? Oui. Vous voulez que je chante Ananouché? Oui, ou vous préférez je peux chanter Ananouché, c'est un liche, de Anombolo nous mi bonhe, et non remi gae, non remi bonou, nous couche maïfilevo. Voilà. Ano abore non sagbito poli tula sabogbe. Ano abore non sagbito tula sabogbe. O miwae, o miwae, o miwa miwae. Ah oh oh, ah iye tula sabogbe. Ano abore non sagbito tula sabogbe. DJ Turbo premier en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. On va dire bon retour sur la scène musicale. Et si vous me permettez que je dis merci à des personnes qui quand même m'ont aidé. Voilà, je vais commencer par le réalisateur de ce clip, Dr Kilef, qui est revenu de force pour les réalisations. Et je salue aussi le président Jules Aouga. Je dis encore un grand merci au président de la République qui fait beaucoup pour notre nation. Et aujourd'hui, au niveau de la justice, je pense que tout est bien. Franchement parler, j'apprécie beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres à la justice, on déclare le droit. D'accord. Voilà. Et je dis merci au Sécu de Voudière, Grados à Didier. Et beaucoup de personnes, ils vont quand même m'excuser parce que bon, je ne peux pas appeler tout le monde ici. Voilà. Merci à vous. Et puis, on va se retrouver dans quelques mois avec d'autres produits sans doute. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 23 février 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Diagbadji, c'est Aouida. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.